Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Comme chaque matin, Carl Sudor sort de sa modeste cabane et se dirige vers la pointe de l'île où est amarré son bateau. Maigre, un peu voûté, la moitié du visage affreusement mutilé, il fait quelques pas en direction de la plage. Et puis, comme chaque matin, il fait brusquement demi-tour. Il traverse le bout de terrain qui entoure sa maison, écarte quelques arbustes, quelques palmiers nains, et puis il s'arrête. Et là, il contemple 15 mètres de rails rouillés, enfouis sous les ronces et les feuillages. Pendant de longues minutes, Carl Sudor reste là, immobile, comme fasciné. Et depuis 15 ans, il effectue le même manège. Un rite. Pourquoi? Parce qu'il y a 15 ans, le 5 septembre 1935, Carl a été le témoin d'une tragédie qui ne s'effacera jamais de sa mémoire. Le 5 septembre 1935, Carl Sudor et son ami le Gros Louis sont heureux. À Isla Marada, dans les Matecumbes, l'un des archipels des Caes, ce chapelet de petites îles qui prolonge la péninsule de Floride, ces jours de congé, tout simplement, en l'honneur de la fête du travail. Les ouvriers du chantier jouent au baseball, au dé, ou font la sieste dans les dortoirs du camp. Carl Sudor et Louis, eux, ont préféré gagner le large sur leur petit bateau et se livrer à leur sport favori, la pêche. La mer est calme, la température idéalement douce, mais, soudain, Carl est inquiet. « Louis. »« Quoi ?»« Il se passe quelque chose d'anormal. » Louis est un costaud, chef de baraque des ouvriers noirs, rien ne l'émeut. Sauf à cet instant, le visage crispé de son ami Carl. Il lui demande « Qu'est-ce qui se passe d'anormal ?» D'abord, depuis plus de 3 heures qu'on pêche, on n'a pas senti la moindre touche. « Ah, il y a des jours comme ça. »« Oui, mais... » Regarde. On est en plein midi. Le soleil est entouré d'un halo. Et l'air est comme immobile. Louis inspecte l'horizon, il remarque que des nuages se forment, se heurtent et s'éparpillent dans toutes les directions. Il comprend. « T'as raison, Carl. On va avoir un grain sévère. » Les deux hommes regagnent la rive à la hâte, ils arriment solidement leur bateau et rejoignent leurs compagnons du chantier. En quelques minutes, le ciel est devenu d'un gris métallique, déchiré de reflets rouges. La mer bouillonne, le vent fraîchit. Carl Sudor grommelle. « On va déguster. C'est vraiment pas de peau d'avoir ce temps de cochon un jour de congé. » Ce jour de congé, en effet, ce jour qui n'était destiné qu'à la joie, va se transformer brutalement en d'interminables heures d'épouvante. Et Carl Sudor, à partir de ce 5 septembre 1935, ne connaîtra plus jamais la signification du mot « repos ». Le vent souffle déjà à plus de 110 km/h. Les ouvriers réfugiés dans le réfectoire aperçoivent une silhouette en surroi jaune qui lutte contre les rafales et s'efforce, tête en avant, d'atteindre le bâtiment. Il s'agit d'Harry Pinney, le télégraphiste de la gare. Il annonce aux hommes consternés « Je viens de recevoir de Miami un avis signalant un ouragan particulièrement violent qui se dirige sur nous. » Carl Sudor ne veut pas effrayer ses camarades, mais il ne peut s'empêcher de dire « Mais Harry, l'île dépasse à peine le niveau de la mer. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ?» Harry Pinney répond « L'évacuer. La compagnie des chemins de fer de l'Est de la Floride forme un train de secours. Alors ne vous inquiétez pas, il arrivera à temps. » À Miami, un convoi démarre. Une locomotive, un tender, 6 wagons de voyageurs, 2 fourgons à bagages, 3 wagons de marchandises. Mais le baromètre baisse rapidement, dangereusement.
À Isla Marada, l'île menacée, Karl Suder a pris les opérations en main. Aidé par son ami le Gros Louis et par Harry Pinet, le télégraphiste, il déborde d'énergie et du désir de survivre, de protéger tous ceux dont les visages lui sont familiers. Le vent atteint maintenant la vitesse de 190 km/h. Bientôt, près de 1000 personnes, hommes, femmes, enfants, serrant dans leurs bras tout ce qu'ils ont pu emporter, s'entassent dans la gare. Car il va bien arriver, ce train. La compagnie des chemins de fer a fait le nécessaire. Mais si la bonne volonté propose, les éléments déchaînés disposent. Le train de secours, ce train qu'on appelle chemin de fer sur la mer, s'apprête à traverser les 29 îles reliées par une série de ponts et de viaducs en pierre. L'un de ces ponts, le Seven Miles Bridge, franchit un bras de mer de 11 km. Mais un gros câble, balayé par le vent, s'emmêle dans les roues de la motrice et 40 minutes sont nécessaires aux cheminots pour le dégager. Aussitôt, à Isla Marada, le bruit court que cette avarie condamne toute la population des Matecumbes désormais isolée à être submergée par la montée des eaux. Le vent arrache les tuiles du toit de la gare, puis les poutres de la charpente. Les hommes les plus courageux, à l'aide de cordages, de draps, de lianes, attachent leur corps à celui de leurs femmes, de leurs enfants. Ils grimpent aux arbres, s'y amarrent le plus haut possible. Les autres, leurs cris sont emportés par le fracas des vagues qui déferlent sur la voie ferrée, qui n'est guère située qu'à plus de 2 mètres au-dessus du niveau de la mer. Alors, pour ne pas être balayés, emportés par les lames, certains s'attachent aux rails. Le vent charrie des branches de palmiers, des débris de maisons. La pluie ne tombe pas, elle frappe, à l'horizontale, en coup de fouet. Les fenêtres sont arrachées. Des pans de murs s'écroulent. Désespérément, des bras et des jambes, Karl Suder s'accroche à un poteau télégraphique. À quelques mètres de lui, le Gros Louis parvient à se hisser dans les branches d'un arbre gigantesque et s'y cramponne. Karl, au prix d'un effort surhumain, grimpe au sommet de son poteau. Il réussit à attraper les fils arrachés qui claquent dans le vide. Il les enroule autour de sa poitrine, s'enchaîne à ce mât qui le maintient au-dessus des eaux mugissantes. Maintenant, le vent saccage l'île à une vitesse de 320 km/h. Karl et Louis, séparés par ce qui ressemble à la fin du monde, échangent un regard de désespoir. Karl Suder hurle « Mais ce train, bon Dieu, ce train! Qu'il arrive! Qu'il arrive !» Et oui, il arrive, le train, brusquement, dans un fracas de tonnerre. Un fracas qui domine celui de la mer en convulsion, du vent assourdissant et de la pluie qui croule par paquets. Un train fou. Et Karl le voit, propulsé par la tempête comme un boulet de canon. Il voit le train traverser, dépasser la gare. Il voit aussi des dizaines de malheureux qui se sont accrochés au rail pour échapper à la mort, décapités par les roues. Aveuglés par le rideau de vent, de pluie, d'écume qui rend le paysage opaque, les mécaniciens ne sont plus maîtres de leur machine. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils traversent la station d'Isla Marada. Karl Suder et le Gros Louis éclatent en sanglots. Le spectacle qui s'offre à leurs yeux est d'une horreur indescriptible. Des corps déchiquetés, coupés en deux, partout. Vers 20h30, le train revient en gare. Il a vaincu l'ouragan. Mais au moment où les hommes, les femmes et les enfants se battent pour monter dans ce train, une muraille d'eau de mer surgit des profondeurs et s'abat sur ce qui est déjà une scène de cauchemar. Karl Suder, atterré, impuissant, balbutie. Et moi, je suis vivant. Il se retourne vers l'arbre auquel s'était grippé son ami le Gros Louis. Il appelle « Louis !» L'arbre a disparu. Les maisons, les rues, le paysage a disparu. 288 ouvriers et plus de 350 habitants de l'île ont péri. Et puis, l'air redevient serein et les étoiles scintillent dans le ciel. Aux premières lueurs de l'aube, on mesure toute l'étendue du désastre. Karl Suder marche au milieu de ce qui, hier encore, était un paradis sous le soleil de la Floride. Mais il ne cesse de répéter « C'est pire que tout ce que j'ai pu voir pendant la guerre. Bien pire. Ce train, je n'oublierai jamais. »
Le destin du chemin de fer sur la mer était de périr en mer. Il ne fut jamais reconstruit. Les rails étaient arrachés, et le ballast, les ponts, les viaducs, servirent à la construction d'une autoroute qui unit les 29 îles des Caïs. En ce jour fatal de 1935, les Matecumbes ont bien mérité leur nom car en espagnol, il signifie « tueur d'hommes ». La plupart des survivants quittèrent le pays pour ne plus jamais y revenir. Carl Sudor, lui, y resta. Pas par goût morbide, mais parce qu'il partait du principe que partout dans le monde, hélas, un jour ou l'autre, un cataclysme se déclenche, alors ici ou ailleurs, et ici, sur son île, il était chez lui. Après la Seconde Guerre mondiale, il a acheté au surplus de la marine une péniche qu'il a transformée en bateau de pêche pour louer ses services aux estivants. Et il est devenu très vite populaire. Non seulement parce qu'il connaît les moindres recoins où le poisson pullule, mais parce qu'entre deux belles prises, il raconte volontiers l'histoire de l'ouragan de 1935 et de ses conséquences. Ça a été terrible, plus que tout ce que vous pouvez imaginer. Et puis il y a une chose qu'il faut que je vous dise. Vous croyez, vous qui venez du continent, qu'ici, il ne reste plus que l'autoroute et les voitures à la place de la voie ferrée et du train, hein? Ce train qui a traversé la gare, qui a écrabouillé tout le monde. Karl s'interrompt. Les images d'horreur à nouveau ressurgissent. Les touristes, ils veulent en savoir davantage, curiosité malsaine, mais humaine, la recherche du frisson. Alors Karl, non pas pour les contenter, mais pour les avertir, dit encore « Le train est toujours là ? Si. Pendant certaines nuits de tempête, on l'entend siffler au loin. Et ici, on tend bien l'oreille. On entend même le bruit des roues sur les rails. Les rails, il n'y en a plus. C'est ce que prétend la compagnie des chemins de fer. Elle dit que toutes les voies ont été démontées, mais moi, je connais un endroit où il en reste encore une quinzaine de mètres. Oh, les traverses sont pourries, les éclisses desserrées, et les rails rouillés, mais ils sont là. Encore là, j'en suis sûr. Ils sont dans les broussailles, au fond de mon bout de terrain. Et tous les matins, je les regarde. Venez voir si vous ne me croyez pas, venez. Amusé, quelques touristes le suivent, constatent effectivement la présence de ces 15 mètres de rails. Mais ils remarquent également les ronces, les racines, les broussailles qui les recouvrent. Et vous prétendez que le train passe ici de temps en temps? Oui. Mais alors pourquoi toute cette végétation? Tout devrait être dégagé, écrasé, nettoyé. Karl Sudor se contente de répondre « Oh, sous ce climat, vous savez, tout repousse très vite. » Personne ne le prend au sérieux, ni les touristes, ni les habitants des Matecumbes. Ah, Karl et son train fantôme! Il a trouvé ce truc-là pour attirer la clientèle. On dit de lui qu'il est certes le roi des pêcheurs, mais aussi le roi des menteurs. On l'aime bien, donc on excuse ses divagations. En octobre 1950, Karl est victime d'un très grave accident. Un filin trop tendu arrache l'anneau de la proue d'un bateau qui transforme tout le côté gauche de la figure de Karl à l'état de bouillie sanglante. Plus question pour lui d'emmener les touristes à la pêche. Il gagne sa vie en vendant ses poissons et ses fruits de mer aux restaurants qui se multiplient le long de l'autoroute. De mois en mois, il mène une existence de plus en plus recluse, de plus en plus solitaire. Le seul homme à conserver avec lui des rapports autres que commerciaux est Harry Pinet, l'ancien télégraphiste de la gare. Il a pris sa retraite et tient à présent un petit magasin d'articles de pêche. Karl et Harry passent la plupart de leurs soirées ensemble. Le sujet de leur conversation, la politique, le temps, la pêche, et bien entendu, le grand ouragan de 1935. Harry hausse les épaules, Karl insiste. « Tu peux rigoler, Harry. Tu me prends pour un fou, je sais. Mais le train passe encore. Chaque fois qu'il y a une tempête sur l'île, le train passe, derrière ma cabane. Si tu ne me crois pas la prochaine fois qu'il y aura un grain, viens chez moi. Tu l'entendras, toi aussi. » Harry Pinet a pitié de son vieux camarade. Il sait ce qu'il a vu en 1935, le 5 septembre, il se souvient. Mais il est persuadé que cette catastrophe a tellement marqué Karl Sudor qu'elle s'est transformée en obsession, en névrose. Et pourtant, il se trompe. Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. Un soir de décembre, Sudor et Pinet font une partie de poker dans l'arrière-boutique de l'ancien télégraphiste. La pluie se met à tomber, drue.
Le vent hurle. Pinet regarde son jeu. Pas même une paire. Karl Sudor écarte lentement ses cartes et sourit. As de trèfle, as de pique, 8 de trèfle, 8 de pique. Alors, sans même jeter un œil sur sa 5e carte, il referme son jeu et prend son ciré. Je ferais bien d'aller voir chez moi si mon bateau est bien amarré, je serais plus tranquille. Je reviens tout de suite. Mais regarde pas mon jeu, hein? Et puis tiens, je préfère l'emporter, c'est plus sûr. Harry Pinet se vexe. La confiance règne? Karl répond désenchanté. Bon, la confiance, tu sais. Personne ne croit en moi. Pourquoi? Est-ce que je devrais croire aux autres? Et il sort. Quelques instants plus tard, la porte se rouvre brusquement. Karl Sudor s'écrie « Harry, le train! Je l'entends! Il arrive !» Harry pousse un soupir agacé, mais Karl le saisit par le bras, le traîne dehors. « Tu entends, Harry, tu entends ?» « Oui, Karl, j'entends le vent, la pluie, la tempête. » Sudor se met à crier « C'est pas le vent, c'est pas la pluie, le sifflet du train, comme dans le temps, 35. Tu n'entends pas? Le ronflement de la locomotive, les roues sur les rails. » Harry secoue la tête. Le vent et la pluie, Karl, rien d'autre. Il n'y a pas de train, il ne peut pas y avoir de train. Et Harry rentre chez lui, tandis que Karl s'enfonce dans la nuit. Le lendemain, le ciel est clair. Tout est redevenu normal. Pourtant, une étrange atmosphère pèse sur l'île. Les habitants sentent qu'il s'est passé quelque chose. Harry Pinet est le premier à s'apercevoir qu'il n'a pas vu Karl Sudor de toute la journée. Et puis, il n'est même pas revenu terminer sa partie de poker. Harry saute dans sa camionnette, se rend chez Karl. La cabane est vide. Harry en fait le tour. Aucune trace de son vieil ami. Sur la plage, le bateau de Karl est là, en bon état. Alors, inquiet, désemparé, Harry Pinet fait appel à Joe Fleming, le lieutenant de police. Les deux hommes inspectent minutieusement la maison, le terrain, et tout à coup, Harry remarque au pied d'un bosquet de palmiers nains un rectangle blanc. Il se baisse et ramasse une des cartes que Sudor avait emportées la veille. Quelques mètres plus loin, une autre carte, puis une autre encore, toutes disposées sur le sol, comme si elles avaient été placées volontairement pour indiquer une piste. Harry Pinet appelle Joe Fleming. « Joe, j'ai trouvé quelque chose. » Tandis que le policier écarte les broussailles pour le rejoindre, Harry regarde les cartes qu'il a en main. As de trèfle, as de pique, 8 de trèfle, 8 de pique, plus un valet de carreau. Le jeu du mort, selon la légende. Le jeu d'un avocat nommé Billy Cock abattu dans l'ouest d'une balle dans le dos, aux temps héroïques, avec ses 5 mêmes cartes. Harry Pinet est tiré de ses réflexions par la voix de Joe Fleming. « Harry, viens vite !» Pinet traverse le bosquet de palmiers. « Regarde, dit le policier. Regarde les rails. » Harry se met à genoux. Touche les longues tiges de métal. « Mais Joe, la rouille. Il n'y a plus de rouille. Plus de ronces. Comme si le train venait de passer. » Il se retourne pour voir pourquoi le policier ne vient pas regarder avec lui. Joe Fleming est debout entre les rails, bouche bée, pétrifié, livide. Harry s'approche à son tour. Il se fige. Le corps de Karl Sudor est là, coupé en deux, les deux moitiés séparées par un rail. Pinet se cache le visage dans les mains. « Mon Dieu, dit-il. Mon Dieu. » Alors son histoire de train, c'était donc vrai. Légende ou réalité? C'est sans doute la question que vous vous posez, chers amis. Mais le rapport du lieutenant de police Joe Fleming est formel. Il est encore inscrit sur les registres d'Isla Marada. Et voilà ce qu'on peut lire. J'ai retrouvé le corps de Karl Sudor coupé en deux sur un rail absolument lisse à l'acier luisant.
un bout de voie de chemin de fer pareil à ceux sur lesquels les trains ne cessent de passer. Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1 et produit par Europe 1 Studio. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Lisa Soster. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée.